sont rares. Ces musiciens qui ont réussi à la fois à jouer dans un des groupes les plus iconiques des années 90, fer de lance du grunge avec Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam et d'autres, dans probablement ce qui est une des dernières grandes vagues que le rock'n'roll a pu proposer, avoir réussi ça et avoir ensuite remonté un combo dans un style assez différent, beaucoup moins lourd, avec beaucoup plus d'humour, beaucoup plus léger, pour finalement l'asseoir sur le toit du monde et jouer partout sur la planète. Avoir fait ça et être aussi un guest de luxe sur des albums de grande qualité avec des groupes comme Killing Joke, Queen of the Stone Age, Probot, avoir joué avec Tom Petty, Iggy Pop et d'autres. Le musicien dont on parle aujourd'hui, c'est bien évidemment David Chaussure, alias Dave Grohl, qui nous propose son autobiographie aujourd'hui, Toute mon histoire, carnet de vie et de musique, sorti aux éditions Harper & Collins. Alors ce bouquin, je l'ai acheté, j'ai pas de partenariat avec Harper & Collins, faudrait pour cela qu'ils répondent au courriel qu'on leur envoie. Ce bouquin, il est quand même assez singulier, il est singulier parce que Dave Grohl a une histoire singulière et que c'est un personnage qui est singulier. Il a eu des hauts qui étaient très très hauts et des bas qui étaient très très bas, et on dirait qu'à chaque fois qu'il a pu tutoyer les étoiles, ben, il en a payé le prix en plongeant assez profondément dans les abysses. On va se décortiquer tout ça dans la deuxième partie. Soyez les bienvenus dans la nouvelle émission de Ritz et Moll. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Dave Grohl, Toute mon histoire, carnet de vie et de musique, l'autobiographie de Dave Grohl. Il y avait quelques années, il y avait Chris Novoselic, le bassiste de Feu Nirvana, qui avait dit « Finalement, Nirvana, ça représente que quelques années de ma vie. Si je devais écrire mes mémoires, ça ne représenterait que quelques chapitres. » Mais je suis bien conscient que ce sont ces quelques chapitres qui feraient vendre le bouquin. Alors, Dave Grohl, il n'a pas vraiment la même problématique que Chris Novoselic, parce que lui, il a eu une carrière assez extraordinaire après Nirvana. Il y a un mème sur internet que vous avez certainement vu, qui a pas mal tourné à une époque, où on voit deux photos de Dave Grohl mises côte à côte, une période Nirvana et une période Foo Fighters, et où il y a la légende qui dit grosso modo, est-ce que vous avez remarqué que si on rase la barbe du guitariste chanteur des Foo Fighters, il ressemble comme deux gouttes d'eau au batteur de Nirvana. Et en dehors de l'aspect assez fun de la blague, c'est quelque chose de très générationnel, parce que par exemple, pour moi, Dave Grohl, ça reste et ça restera le batteur de Nirvana. Alors quand j'étais plus jeune, j'adorais Nirvana, puis j'adorais vraiment Dave Grohl. Je trouvais que c'était un batteur, enfin j'adorais son jeu, je trouvais que c'était un batteur extraordinaire. Je trouvais que quand il jouait, quand j'écoutais les disques, je trouvais qu'il apportait beaucoup de dynamisme et beaucoup d'énergie à la musique. En live, quand je regardais les lives de Nirvana, je trouvais que c'était au niveau visuel, c'est un batteur qui était agréable à regarder jouer. Il avait beaucoup d'amplitude dans ses mouvements. Vraiment, il cognait, mais vraiment, vraiment dur. Il y a une chaîne de batterie qui s'appelle French Grip Channel qui a fait une vidéo sur Dave Grohl que je vous encourage à aller voir. Et dedans, il dit Dave Grohl, c'est un batteur qui commence à jouer fort et qui termine très fort. Donc c'est vraiment quelqu'un qui cogne avec beaucoup d'énergie. Et si vous vous imaginez que c'est facile de cogner comme il cogne pendant 1h30, vous avez qu'à essayer de le faire. Puis vous prendrez un petit peu conscience de la force de frappe que pouvait avoir Dave Grohl. C'est pas un fan de Bonham pour rien. On me disait souvent à l'époque, oui, mais il n'a pas un vocabulaire technique qui est très étendu. Et c'est vrai que dans Nirvana, il montrait pas énormément de choses. Il faudra attendre qu'il joue avec les Foo Fighters, avec Killing Joke, avec Probot pour s'apercevoir qu'il pouvait faire d'autres choses. Il a ensuite joué avec Tom Petty, il a joué avec Iggy Pop, il a joué avec plein de monde. Il a montré que c'était vraiment un cogneur, mais que c'était aussi un batteur qui savait s'adapter, un batteur qui était versatile, et évidemment après aussi un chanteur, un guitariste, un compositeur. C'est vraiment quelqu'un qui est assez complet. Et souvent, ce qui lui est reproché, c'est une espèce de côté un petit peu lisse, le côté un petit peu pop des Foo Fighters, qui l'emporte à des moments sur le côté rock'n'roll, son côté un petit peu gendre idéal, son côté un petit peu souriant, qui peut agacer un petit peu les gens.
s'explique dans cette autobiographie. Ça s'explique parce que Dave Grohl, c'est un gamin qui grandit seul avec sa mère. Son père, il le voit par intermittence, c'est quelqu'un de relativement dur, qui lui fait pas vraiment confiance, qui lui donne pas vraiment confiance en lui. Et Dave Grohl, il est pas très bon à l'école, donc très vite, il érige des murs autour de lui et il affiche un sourire de façade et une énergie vraiment aux portes de l'hyperactivité, qui fait qu'il bouge beaucoup, comme s'il essayait de semer un petit peu la tristesse, de semer un petit peu son désespoir et ses problèmes. Il prend le virus de la musique, de la batterie assez tôt, et il le décrit. On imagine très bien Dave Grohl chez lui en train de jouer sur des coussins dans sa chambre ses morceaux de musique préférés. C'est un fan, avant d'être un fan de punk, c'est un fan de Led Zepp, c'est un fan des Beatles, c'est un fan de hard rock, mais c'est quand il découvre le punk que vraiment il vrille et qu'il se met à fond dans la batterie. C'est grâce à sa cousine qui découvre le punk et qui tombe amoureux d'un groupe qui s'appelle The Scream, avec un petit peu de culot et avec un petit peu de chance et cette espèce d'énergie juvénile qui n'appartient qu'à la jeunesse. Il arrive à convaincre The Scream de jouer, qui puisse les rejoindre, de jouer avec eux, et donc il embrasse son rêve de musicien, même si au début c'est quand même assez dur. Les tournées sont dans des vannes, il mange assez mal, c'est fait. Mais lui, il voit le pays, il vit ce rêve de rock'n'roll et ça, il est extrêmement content, il est extrêmement heureux. À un moment, ça se casse un petit peu la gueule, mais c'est un batteur qui est tellement énergique, qui est tellement à fond dans ce qu'il fait, que sa notoriété a dépassé finalement Washington DC et est arrivé jusqu'aux oreilles d'un petit groupe de Seattle qui galère avec son batteur et qui propose à Dave Grohl de les rejoindre. Ce groupe, c'est évidemment Nirvana. Alors toute cette partie dans le bouquin, c'est assez... c'est très attendu, enfin, c'est assez touchant parce que Dave Grohl se rappelle de moments avec Kurt Cobain, le moment, la première fois où il le voit, les premières choses qu'il lui a dit, les moments où ils vivent, où ils cohabitent, où ils habitent ensemble, comment s'écrivent les morceaux et comment se construit l'album Nevermind, sachant qu'il y a plusieurs morceaux qui existaient déjà avant que Dave Grohl arrive, notamment Lithium, Something is the Way et quelques autres. Donc il faut qu'il pose sa patte sur ces morceaux et ils construisent l'identité de Nirvana tous ensemble avec Novoselic et avec Kurt Cobain. Et on voit cette ascension qui arrive finalement très vite, et il y a quelque chose en fait qui est dans le bouquin. Vous avez certainement vu, alors si vous n'avez pas vu la vidéo qui s'appelle le documentaire Live Tonight Sold Out de Nirvana, je vous conseille d'aller le voir, c'est assez facilement trouvable sur YouTube. Et à l'intérieur de ce documentaire, il y a une scène qui est assez connue, qui a dépassé le cadre du documentaire, où on voit le groupe qui est vraiment en pleine ascension et qui joue dans un club un petit peu miteux, où on sent que l'ambiance est très particulière et ça se passe mal. Il y a Cobain qui slame à un moment dans la foule, un videur en fait essaie de le sortir, il pète les plombs Cobain parce qu'il s'expliquait dans le bouquin, il est vraiment pas bien à ce moment-là, il lui fout un coup de guitare sur la gueule, le mec il est ouvert au crâne, il pisse le sang, il se jette sur Cobain pour le sabater, et là on voit Novoselic et Grohl qui se jettent en fait sur le gars pour le séparer, et la vidéo en fait s'arrête là. Mais justement, dans le bouquin, il raconte l'avant et l'après. Et l'après, c'est que ça s'est pas arrêté là. Le videur, il a été chercher ses potes et ils attendaient Nirvana à la sortie pour les tuer, en fait. Et c'est le manager, en fait, de Nirvana, le tourneur, pardon, qui a appelé un taxi, qui les a fait sortir in extremis dans le taxi, pendant que les mecs leur couraient après pour les tuer. Sauf qu'il a fait sortir que Novoselic et Cobain, et que Dave Grohl, il a dû rester à l'intérieur du club toute la nuit, en attendant que les mecs se barrent pour qu'ils puissent sortir en toute quiétude. Et il raconte vraiment cette ascension du groupe, ce succès fulgurant qu'ils ont comme ça d'un coup, son rapport à l'argent qui change radicalement, malgré que Dave Grohl, ça reste
toujours plus ou moins un crève-la-dalle et qui sait pas trop en fait quoi faire de cet argent, mais qui comprend qu'il faut qu'il capitalise, qu'il investisse dans des choses qui soient sûres, comme une maison par exemple, pour pas avoir à clapper tout son pognon. Et le succès que Kurt Cobain évidemment vit très mal. Il y a l'annonce du premier suicide, de la première tentative de suicide de Kurt Cobain en Italie, où là Dave Grohl il croit vrai. Enfin, c'est horrible parce qu'en fait on l'appelle pour lui dire que Kurt Cobain s'est suicidé, qu'il est mort, et 10 minutes après on le rappelle pour lui dire ah non, finalement il est pas mort, mais il avait déjà énormément pleuré, ça avait provoquer un cataclysme en lui parce qu'il sentait que son pote était pas bien. Et après il y aura l'annonce de la véritable mort de Kurt Cobain, et c'est abominable parce que il se dit mais on va m'appeler en fait pour me dire en fait qu'il est mort et que finalement il est pas mort, et finalement cet appel arrive jamais. Et donc il est complètement dévasté par la mort de son ami, et il part en Irlande parce qu'il aime bien ce pays, et il part un petit peu dans la campagne, un petit peu se réfugier. Et dans la campagne, il y a cette anecdote qui est assez célèbre où il raconte que il voit un mec qui fait du stop, et que ce mec il a un t-shirt de Nirvana, et il se dit mais je vais jamais en fait de toute façon réussir à échapper à ma vie dans Nirvana, donc autant que je l'accepte. Il retourne aux États-Unis, il monte les Foo Fighters avec son collègue de toujours Pat Smear, donc qui a été le 4e membre de Nirvana à la période après la sortie de l'album In Utero, donc qui était le guitariste de The Germ. Et avec lui, il remonte les Foo Fighters. Et donc, ce groupe qui ressemble assez peu, finalement, à Nirvana. Moi, je me souviens, à l'époque, quand j'avais acheté l'album, d'ailleurs, on te filait un t-shirt gratos des Foo Fighters à l'époque. Il avait tout à reconstruire, Dave Grohl. Je me souviens, il y avait Batteur Magazine qui disait, mais on va beaucoup regretter le jeu de ce batteur qui était quand même assez extraordinaire. Et finalement, il a réussi avec cette musique, avec des morceaux beaucoup plus cool, beaucoup plus lumineux. Il va réussir à s'imposer, à poser sa patte, et finalement à arriver à la place où il est actuellement. Et dans le bouquin, on voit que c'est quand même quelqu'un qui rend beaucoup hommage. Enfin, c'est quelqu'un, je pense, d'authentiquement humble, et qui met beaucoup en valeur, beaucoup en lumière ses idoles. Donc il parle quand il était avec The Scream, de la fois où il a la chance d'accompagner Iggy Pop. Il raconte, c'est un inconditionnel des Beatles, comme Kurt Cobain, il partageait beaucoup cet amour de la pop tous les deux. La première fois où il rencontre Paul McCartney, il raconte aussi la première fois où il a rencontré AC/DC. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, il y a l'autobiographie de Brian Johnson. Il raconte que il avait avec les Foo Fighters la possibilité, il allait dîner avec AC/DC, et donc il avait organisé un repas super cool avec une fanfare qui a beaucoup plu à AC/DC, et que quand ils avaient vu le show d'ACDC avant de manger avec eux, et qu'ils étaient à l'hôtel de Brian Johnson, et que Brian Johnson il est descendu pour boire un petit coup au bar, et que tu avais tous les Foo Fighters, et que hi guys, il leur avait dit bonjour, et qu'en fait ils étaient trop contents les Foo Fighters, mais ils disaient non mais en fait il nous connaît pas, il nous a pas reconnus, il sait pas qui on est, mais c'est pas grave, on est content quand même. Et après quand ils mangent ensemble, Brian Johnson, il dit à Dave Grohl, c'est génial ton idée d'avoir invité une fanfare, on s'amuse, c'est trop bien. Il y a plein de moments comme ça. Il y a quand il rencontre Lemmy aussi, qui est assez, qui était un ami de Dave Grohl, qui était un ami de Lemmy, Et du coup, en fait, il dit qu'il l'a rencontré au Rainbow, et qu'il était à son fameux Power Touch en train de jouer à ses jeux vidéo favoris, et qu'il a été le voir. Il dit, je veux pas t'emmerder, Lemmy, mais j'adore ce que tu fais. Merci pour Motorhead, merci pour tout. Bonne continuation, et puis à une prochaine. Et Dave Grohl il tourne les talons pour partir, et puis il y a Lemmy qui l'appelle, au fait je suis désolé pour ton pote Kurt. Et en fait Dave Grohl il est extrêmement touché, il revient s'asseoir à côté de Lemmy, il commence à discuter, et ils sont devenus potes. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a quelque chose aussi qui est, quand je vous parlais de haut et de bas, c'est que quelqu'un, il parle beaucoup de l'amour qu'il a pour sa mère, de l'amour qu'il a pour ses filles. Il y a beaucoup l'idée de la transmission, et il y a beaucoup l'idée de l'amitié. Donc avec Kurt Cobain, il en parle à la fin. Il a des mots extrêmement touchants pour Kurt Cobain, en disant si tu avais su à quel point ta musique a transformé le monde et a touché autant de gens, peut-être que tu te serais pas ôté la tienne. Et la manière, donc quand le livre a été écrit, Taylor Hawkins, donc le batteur des Foo Fighters, il était toujours en vie, et la manière
la manière dont Dave Grohl écrit, dont il parle de Taylor Hawkins, c'est déchirant parce que vraiment, il dit que quand il l'a rencontré, c'était le batteur d'Alanis Morissette et qu'ils se sont tout de suite hyper bien entendus, à tel point qu'Alanis Morissette avait dit mais de toute façon toi tu vas te barrer pour jouer avec lui, vous êtes fait pour vous entendre. Et Dave Grohl disait mais il est surclassé pour jouer avec nous, il est trop bon, c'est un trop bon musicien, il a un trop haut niveau pour nous. Ils partent à un moment tous les deux, ils font un trip. Parce que les Foo Fighters avaient joué au Ozzfest et ils avaient joué, c'est aussi super marrant, il dit, on jouait après Pantera et quand on a vu Pantera détruire la scène, on s'est dit mais jamais on passe après eux, le public il va nous tuer, on n'est pas assez heavy et du coup ils y ont quand même été, c'est passé, il disait, il y avait les mecs de Pantera qui étaient sur le côté de la scène et tout, donc lui était content de ça d'être sorti plutôt pas mal et qui disait que Dimebag et Vinnie Paul avaient été extrêmement sympas, fait que lui s'attendait un peu à des réserves de la part de métalleux, surtout des mecs qui jouaient. Lui, il jouait dans un truc qui était beaucoup moins heavy que Pantera, mais que Dimebag, il avait été fait comme l'image qu'on a de lui, a fait hyper du oh, je m'en fous, moi, que tu joues dans tel truc ou tel truc, viens boire un coup. Quand tu passes au Texas, tu viens dans notre boîte, Avini et moi, t'es invité, on te paye tout. Et il l'a fait, il est parti, et c'est extrêmement triste, ça aussi. Il part avec Taylor Hawkins de Los Angeles jusqu'au Texas. Alors, l'histoire, c'est qu'ils se feront recaler à l'entrée de la boîte de Dime et de Vinnie, parce que Dave Grohl n'avait pas sa pièce d'identité, mais il raconte combien il rigolait avec Taylor Hawkins quand il doublait en fait des camions, il s'amusait à faire des patterns de batterie tous les deux. Et on se dit, finalement, il avait déjà eu la disparition de Cobain, en fait, qu'il avait beaucoup traumatisé. Et là encore, il y a la disparition de son pote Taylor Hawkins. Et vous avez certainement vu, il y a une vidéo, en fait, qui est apparue il n'y a pas très longtemps, où il y avait Dave Grohl qui joue, en fait, Smell Like Teen Spirit tout seul à la batterie. Et je me souviens que j'avais vu un commentaire de quelqu'un, c'est un ancien de VS d'ailleurs, qui disait le moment quand on voit ce mec qui cogne à ce point tout seul sur ce morceau, et puis pas n'importe quel morceau, le morceau le plus iconique de Nirvana, puis Smell Like Teen Spirit, il y a toujours eu une histoire, une relation ambiguë des membres de Nirvana par rapport à ce morceau, parce que c'est ce morceau qui les a catapultés sur le toit du monde, et c'est aussi un morceau, certains ne connaissaient que ce morceau de Nirvana, donc il y a eu pas mal de fois où il refusait de le jouer en live, donc le fait qu'il joue ce morceau, qui cogne à ce point, et à la fin, quand c'est fini, il se lève, et en fait, il regarde personne, et il s'en va, en fait, avec la tête basse, et vraiment, le commentateur disait, c'est vraiment d'une tristesse abyssale, et effectivement, on se dit, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Dave Grohl à ce moment-là, de se dire que, de toute façon, son pote est mort, et qu'ils pourront jamais refaire vivre cette musique, qu'il est condamné à jouer sur bande, et que finalement, il y a tout un part de sa vie qui ne pourra jamais reconstruire, voilà, qui est morte. Et donc, dans ce bouquin, il y a ce côté à la fois très triste et aussi très lumineux, et c'est là où je reviens un petit peu à ce que je disais au début, c'est vraiment la force de Dave Grohl d'arriver en fait à essayer de surmonter les difficultés avec cette espèce de dynamisme, avec cette espèce d'énergie, avec ce sourire et cette volonté qu'il a toujours d'aller de l'avant. Donc moi c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé, j'aime pas trop l'expression, mais c'est quand même un bouquin feel good où on comprend vraiment pourquoi Dave Grohl donne autant la patate à autant de monde sur la planète. Donc Dave Grohl, toute mon histoire, carnet de vie et de musique, une autobiographie que je vous conseille chaudement. On se donne très vite rendez-vous pour une prochaine émission et jusque-là, n'oubliez pas. Lisez, bande de salauds!